Merveilleux, chers fidèles de l'émission majuscule Propos. On est tout au début de l'année 2026 et il est encore permis de faire le bilan de l'année 2025. Eh bien, aujourd'hui, dans cette émission, nous allons revenir sur l'année écoulée, sur toute la région des Grands Lacs. Qu'est-ce qui a marqué cette année? Des événements se sont succédés, surtout la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, une guerre qui a des implications sur la sécurité régionale. L'année 2025 a commencé par la prise de la ville de Goma par les rebelles de l'AFC M23, suivie par la prise de la ville de Bukavu, c'est toujours à l'est de la République démocratique du Congo, et par après la prise aussi de la ville d'Uvira récemment par les mêmes forces du M23. Cela a été suivi par la débâcle des forces FDLR, coalisées avec les FARDC, les forces burundaises, les mercenaires européens, tous qui sont passés par le Rwanda, je dis surtout ces mercenaires, pour regagner leur pays. Les forces de la SADC également, qui ont quitté l'Est de la République démocratique du Congo pour retrouver leur pays d'origine. Autant d'événements qui ont marqué l'année 2025 dans la région des Grands Lacs. Dans ce contexte lourd de menaces, mais aussi des initiatives diplomatiques, une question centrale se pose. Que faut-il attendre de l'année 2026? Y a-t-il une lueur d'espoir dans la sous-région? Est-ce que l'année 2026 peut aider, contribuer à enterrer la hache de la guerre dans la sous-région? Eh bien, pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau notre analyste politique, spécialiste de la région des Grands Lacs, Tite Gatabazi. Tite, bonjour et meilleurs vœux. Bonjour, merci pour l'invitation. Meilleurs vœux. Bonne et heureuse année aussi à ceux qui sont très nombreux à nous suivre. Ah oui, fidèles de notre émission Majuscule et Propos, notre rendez-vous hebdomadaire. Et pour commencer, Tite, cette séquence militaire qui a marqué l'année 2025, comment l'analysez-vous? La prise de la ville de Goma, la prise de Bukavu, la prise d'Uvira par les rebelles de l'AFC M23. Comment analysez-vous cette séquence et quels sont... Cette séquence aura donné aussi quel message? La séquence, qu'est-ce qu'on en tire? On voit bien que depuis Bunagana, oui, le M23 demandait à dialoguer avec le gouvernement. Oui. Le gouvernement a fait la sourde oreille, le gouvernement a tenté par sa rhétorique de délégitimer la cause du M23. Et il a cru qu'il allait les écraser. Donc il a multiplié les campagnes militaires. Donc on voit bien que du côté du M23, il y a une cause qui est légitime, qui est reconnue. Oui. Ils luttent pour la citoyenneté congolaise, qu'on leur dénie depuis quand même fort longtemps. Ils luttent pour le retour des réfugiés éparpillés dans les pays voisins. Dans la sous-région. Ils se battent pour que s'arrête une fois pour toutes le discours de haine qui cible systématiquement les Tutsis congolais. Oui. Et donc, fort de ça, le gouvernement ne voulait pas entendre raison. Ils ont multiplié la campagne militaire qui n'ont pas réussi. On a vu quand même une coalition FARDC, FDLR, vous en avez parlé. Oui. Les Ouazalendo qui ont été intégrés au FARDC, des mercenaires, vous en avez parlé, des troupes burundaises et un contingent de la SADC. Oui. Tshisekedi a pensé très sérieusement qu'avec cette coalition hétéroclite, il pouvait écraser, c'était ses propres mots, Oui. écraser le M23. La prise de Goma nous montre quoi? Que cette coalition avait un très mauvais commandement, que cette coalition était pauvre en renseignement militaire, que cette coalition n'était pas organisée et coordonnée. Et donc, quand vous avez
des gens qui sont déterminés étant donné qu'ils ont une cause légitime, qu'ils sont bien organisés, qu'ils sont très disciplinés, qu'ils ont quand même des compliments des hauts responsables qui dirigent ce monde, c'était difficile de les vaincre. Et donc, Goma, il faut dire d'abord, avant que Goma ne tombe, avec pléthore de militaires à Goma, Goma était en insécurité. Les gens mouraient quasiment tous les jours et à chaque heure. Et donc, depuis la prise de Goma, si je ne m'abuse, le 27 janvier de l'année dernière, on voit qu'il y a une débandade des forces coalisées, mais tout de suite, ils sont maîtrisés. Certains sont installés au stade de l'unité, à Goma. D'autres sont au siège de la MONUSCO. Et évidemment, les mercenaires, vous en avez parlé, les forces de la SADC, leurs pays interviennent diplomatiquement pour trouver un corridor d'évacuation. Au départ, ceux de la SADC disent qu'ils veulent emprunter l'aéroport de Goma. Cet aéroport était impraticable pour des raisons techniques. On a bousillé la tour de contrôle et s'est disséminé des mines antipersonnelles. Un avion qui descendrait là-bas va exploser. Et donc, ces pays passent par le Rwanda, qui est voisin au Congo, et on assiste quand même à des scènes qui vont marquer nos mémoires pendant longtemps. Ces gens à la file indienne, baraqués, avec tout ce qu'on a vu, des bus qui transportaient tous ces militaires. Oui, c'était non seulement assez impressionnant, mais ça marque les esprits. Mais là-dessus, Tite, ça donne quel message voir le Rwanda, un pays qui était visé parce que tout cet arsenal militaire qui était amassé à Goma ne visait pas seulement le M23. Oui. Et d'ailleurs, il y a des tirs qui ont fait des blessés, des morts sur le sol rwandais. Et voir le Rwanda accueillir ses forces et de la SADC, ces mercenaires qui sont passés par Kigali pour regagner leur pays, accueillir aussi les FDLR. D'ailleurs, parmi eux, il y a un chef qui était dans le haut commandement des FDLR. Et tout ça, le Rwanda qui passe outre et qui accepte d'accueillir tous ces gens, qui facilite le transit pour ces troupes, aura donné quel message du Rwanda? Il y a de la maturité politique, il y a de la maîtrise. Quand je parle de la maîtrise, c'est ce refus de vengeance. Le Rwanda montre à la face du monde qu'il n'est pas dirigé par des états d'âme. Je parle de maîtrise, ça veut dire qu'au Rwanda, on réfléchit avant d'agir. Ça montre quoi? Que le Rwanda reste fidèle et constant dans son message pour dire nous allons contribuer avec les moyens qui sont les nôtres au rétablissement de la paix dans la sous-région. Vous l'avez dit à un moment donné, quand il était question des forces, des East African Forces, le Congo s'était opposé à ce que le Rwanda contribue à cette force. Le Rwanda s'est plié à ça. Donc, voilà des gens qui, depuis Goma, ont bombardé le territoire rwandais. Avant ça, souvenez-vous, un avion Sukhoi qui avait atterri à Rubavu. La deuxième fois, quand ils ont essayé quand même, il y a eu une réaction et le Sukhoi a été mis hors d'état de service. Mais voir, c'est vrai, tous ces gens défiler, passer par le Rwanda, c'est vraiment un message de paix. Pour dire, nous, on n'est pas des revanchards. Hein? Vous avez tenté de nous attaquer, vous n'y êtes pas parvenus. Mais OK. On met même, je crois, des moyens du Rwanda à disposition. Parce qu'on mobilise des véhicules, je crois que c'est des véhicules du Rwanda. On mobilise les policiers pour escorter tous ces gens-là.
le Rwanda dit à la face du monde, voilà ce que nous sommes capables de faire et nous sommes partisans de la paix. Et justement, vous faites allusion, Tite, à cette force de la communauté est-africaine qui a été appelée, d'après les accords qui avaient été signés, mais qui a fini par être chassée par les autorités congolaises. Mais nous avons vu les forces burundaises qui sont restées sur le sol congolais et qui restent même aujourd'hui engagées aux côtés des FRDC, des Wazalendo, des miliciens FDLR. Et comment comprendre cette attitude du Burundi? L'attitude du Burundi est, à mon sens, en tout cas pour moi, ça n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Le Burundi est, en cette période-là, assure la présidence tournante de la communauté de l'Est, East African Community. Oui. Le Burundi accueille le sommet des chefs d'État qui valide l'envoi des troupes à l'Est du Congo, dont un contingent burundais. Déjà quand ils arrivent dans Massissi, du côté de Nhuro, du côté de Kilolirwe, ils trouvent les FDLR, auxquels ils s'adressent en disant « nous sommes les mêmes. On n'est pas venu pour vous agresser, vous. » Le deuxième message, c'est que nous sommes venus tuer les Tutsis. C'est ça déjà. Pendant qu'ils sont membres de East African Force. Alors que cette force n'avait pas une mission offensive. Cette force n'a jamais eu de mission offensive, mais nous avons vu la façon de Tshisekedi de travestir le message. Parce qu'il passe sur France 24 et dit les forces est-africaines arrivent et ils vont arriver canon au point. Ils passent par Bunagana et vous allez voir ce que vous allez voir. Il est contredit par après et c'est comme ça qu'il commence à harceler le commandant kenyan en lui disant que vous ne faites pas bien le travail, en disant que vous auriez dû tirer sur le M23 à l'époque, il n'y avait pas encore l'AFC. On se souvient que c'est à cette période que le M23 marque sa première victoire diplomatique. Le M23 cède la position de Kibumba. Kibumba est à une vingtaine de kilomètres de l'aéroport de Goma. Et les FARDC, très faibles, avec sa coalition, étaient incapables de tenir l'aéroport de Goma. Et donc, les forces est-africaines parviennent à convaincre le M23 de se retirer de Kibumba. Le M23 marque un autre point très important. Il cède non seulement Kibumba, mais le camp de Rumangabo. Pour dire, voilà, nous sommes dans des dispositions de dialoguer. On ne prend pas les armes pour le plaisir. Et c'est là, pour ceux qui se souviennent, l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, cherche à venir saluer les troupes à Goma et à Kibumba. Le président Tshisekedi interdit personnellement qu'il rencontre la délégation du M23. Mais le M23 est invité à Nairobi. Et on voit bien la photo. À ce moment-là, il y avait à Nairobi. Nairobi. Et on voit bien la photo du président Bisimwa, de Bonima, avec l'ancien président Uhuru Kenyatta. Ça, c'était une victoire diplomatique. Après, à cause du harcèlement du pouvoir de Kinshasa, vous vous souvenez les conditions dans lesquelles le général kenyan a démissionné, mais cette lettre doit rester dans les annales. Et donc, il se retourne vers la SADC, il ramène des mercenaires, il renforce les FDLR par des munitions et par beaucoup d'argent, il donne carte blanche au Wazalendo, et c'est ainsi que depuis que les forces est-africaines, qui avaient quand même réussi à stabiliser la situation pendant 6 mois, ça n'est pas rien ça. Depuis, on a assisté
aux victoires militaires du M23. Sur le terrain, et une montée progressive, assumée et bien réfléchie sur le plan de la diplomatie. Aujourd'hui, ils sont interlocuteurs du gouvernement congolais et des partenaires étrangers. Et alors, on voit que le Burundi, donc les forces burundaises sont restées en RDC et malheureusement, comme vous le dites, loin d'obtenir cette victoire qu'espérait le président congolais, Tshisekedi, ce sont plutôt des défaites qui se sont succédés. Oui. La chute de Goma, suivie de celle de Bukavu, et récemment aussi la chute d'Uvira. Oui. Et on voit qu'avec tout ça, le président burundais, d'ailleurs dans ses vœux de cette année, il a continué encore une fois à s'en prendre au Rwanda. Et pourquoi cette attitude, cet acharnement contre le Rwanda, alors que le Rwanda n'est pas engagé militairement contre le Burundi? Ce n'est pas la première fois qu'il s'en prend au Rwanda. Quand il ferme les frontières, on dit que la décision elle est unilatérale, mais en interne, ses partenaires politiques ne sont pas d'accord avec lui. Vous vous souvenez de la déclaration du secrétaire général de son parti qui disait « Nous, cette décision, nous allons en discuter avec nos collègues du FPR au Rwanda ». Ça vous montre déjà la fissure qu'il y a et la précipitation qu'il y a eu dans la prise de cette décision. Le président Ndayishimiye, en ce moment-là, pour ceux qui ont vu la chose, disent qu'il veut faire plaisir à Tshisekedi. Que lui, comme partenaire de Tshisekedi, il montre qu'il peut mettre le Rwanda en difficulté. Et depuis ce jour-là, on voit bien que sa rhétorique, elle est belliqueuse. Oui. Dans ses vœux, évidemment, il s'attaque au Rwanda, mais il y a aussi une interview qu'il a donnée et qui atteste. Hein? Le journaliste lui demande frontalement, il paraît que, est-ce que vous pouvez nous dire que vous confirmez ou pas que vous travaillez, collaborez avec les FDLR? Et sa réponse, elle est limpide. L'ennemi de ton ennemi, c'est ton ami. Il confirme face caméra qu'il est en collaboration avec les FDLR. Il faudra tirer les conséquences du propos du chef de l'État burundais. Mais pour revenir un peu au fond de la question, Oui. Il bombait le torse avant la chute de Bukavu. Bukavu, il y avait près de 10 000 militaires burundais. Évidemment, quand ils voient l'avancée de l'AFC M23 depuis Kalehe, Katana, quand ils arrivent à Katana, ceux qui sont à Bukavu commencent à détaler, dont les Burundais. Mais la chute d'Uvira montre d'abord que ces militaires ne sont pas aguerris. La chute d'Uvira permet de desserrer l'étau sur le blocus de Minembwe. Le blocus de Minembwe étant un début de génocide contre les Banyamulenge. La chute d'Uvira, évidemment, met en déroute Wazalendo et FARDC, et certains fuient vers le Burundi. Ça veut dire que le pouvoir du Burundi doit gérer à la fois les militaires et les réfugiés congolais. Ça veut dire que le pouvoir burundais perd la manne qui lui provenait de Kinshasa. Et l'alliance avec Kinshasa devient caduque. Mais de fait, il ne peut plus envoyer des militaires, même si le secrétaire général du parti continue de répéter qu'au titre de l'accord qu'ils ont avec Kinshasa, ils ont une présence militaire dans la plaine de la Rusizi. Mais la chute d'Uvira atteste aussi de la supériorité militaire, tactique, stratégique de l'AFC M23. Doit-on dire que Uvira met à nu l'alliance entre Kinshasa et Bujumbura? Bujumbura qui est aussi dans la rhétorique de la haine contre les Tutsis. Et justement, j'allais abonder sur ce point. Oui. Après la chute d'Uvira, on a vu
la prolifération de ces discours de haine à l'encontre de non seulement des Tutsis congolais, mais aussi des Tutsis en général, qui visent aussi le Rwanda. Et comment concilier ces accords? N'oublions pas que début décembre 2025, le 4 décembre, il y a eu signature des accords de paix à Washington. Il y a les négociations de Dodora entre la RDC et la FCM23. Comment comprendre, comment concilier ces processus qui mènent vers la paix, qui visent la paix, et ces discours de haine, cette montée des discours de haine qu'on voit ces derniers temps en RDC? Ça prouve qu'il y a une mauvaise volonté à Kinshasa. Ça démontre que Kinshasa ne respecte pas ses engagements. Dans l'accord de principe signé déjà à Doha en son temps, entre le gouvernement congolais et l'AFC M23, il y avait ça. C'est ce qu'ils appellent des escalades. Il y avait non seulement la libération des prisonniers politiques, les Tutsis congolais qui sont à la Demiap, qui sont à Ndolo, qui sont à Makala, qui vivent dans des conditions inhumaines. Kinshasa avait promis à la médiation qu'ils allaient les libérer. On a confié le dossier au CICR. À ce jour, le coordonnateur de l'AFC, Corneille Nangaa, dit qu'il n'y a pas un seul prisonnier qui a déjà été libéré. Ça fait plus de 6 mois. On avait promis dans l'accord de principe que Kinshasa promettait de ne plus recourir au discours de haine, à la stigmatisation et à la persécution des Tutsis congolais. Et ça figure parmi les principales revendications du M23. Oui, mais c'est comme si on avait attisé plutôt ce discours. On a quand même vu, et on a été choqué, de voir le président Tshisekedi s'afficher avec des gens qui propagent le discours de haine. Un président de la République qui est réfléchi ne peut pas, après qu'un citoyen congolais, même s'il vit aux États-Unis, dise que les Tutsis congolais sont des cancrelats qu'il faut écraser, ce qui revient au discours du Hutu Pawa. Ce qui revient aux écrits des Kangoura. On retourne dans les années 1993. Ce qui reprend la rhétorique de la RTLM. Et une fois que ce monsieur a dit ça, il est gratifié par la présence du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, dans ses émissions à Washington. Il est gratifié par un billet d'avion, un séjour pris en charge à Kinshasa, et une visite dans le bureau du chef de l'État où ils immortalisent sa présence et montrent au grand public que le président soutient le travail que ce monsieur fait. Donc, avoir signé à Doha qu'on allait arrêter le discours de haine et que ça pilule comme ça, soutenue et alimentée par le gouvernement, on s'est dit il y a quand même de la mauvaise foi du côté de Kinshasa. Et à ce propos, je voudrais vous proposer un petit élément. Nous avons rejoint il y a quelques instants Maître Jean-Baptiste Gassominari et il a réagi sur ces discours de haine qui s'observent aujourd'hui en République démocratique du Congo, qui vont à l'encontre de la communauté Tutsi congolaise. Maître Jean-Baptiste Gassominari. Que nous vivons ces derniers temps, qui sont d'ailleurs très inquiétants, c'est juste la résultante de cette politique d'exclusion qui a eu ses racines depuis plusieurs années et qui est à la base même de la guerre que mène aujourd'hui l'AFC M23 contre le gouvernement congolais. Donc, vous savez qu'après le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, les génocidaires ont fui le Rwanda et se sont établis en RDC. Ils n'ont jamais été désarmés et ils ont continué avec leur idéologie. Ce qu'ils ont fait, ils ont propagé l'idéologie dans toute la région. Ils voulaient s'innocenter pour
pour justifier leurs actes ignobles qu'ils venaient de poser au Rwanda. Ils avaient bien sûr des soutiens de partout. Vous savez qu'ils ont été extirpés pour les amener au Congo avec leurs armes, avec tous les avoirs du gouvernement, y compris la banque centrale, y compris toute la logistique que le gouvernement congolais, le gouvernement rwandais avait en 1994. Et ils se sont établis au Congo avec tout ça, mais ils sont partis avec cette idéologie génocidaire. En 30 ans, ils ont continué à distiller et à multiplier des campagnes contre les populations Tutsi à l'est du Congo, qu'ils prenaient pour responsables de leur défaite. Et ils se sont coalisés avec d'autres personnes qui sont trouvées sur le terrain. Ils ont conçu des concepts qui ne sont pas corrects, qui ne correspondent pas à des faits historiques. Ils ont créé dans l'esprit des gens qu'ils étaient des Bantous comme eux et que les autres étaient des Nilotiques, donc qui ne ressemblaient pas à eux et que donc ils n'étaient pas congolais, que c'était des infiltrés qui étaient venus à l'est du Congo pour les coloniser. Et les gens naïfs ont cru à ces discours et ils ont effectivement développé toutes ces thèses qui aujourd'hui engendrent tous ces discours de haine que nous voyons surtout dans les chefs des autorités congolaises et ceux qui les soutiennent. C'est très malheureux, je dirais, mais c'est des choses, au fait, qui sont les résultats de cette sensibilisation qui a fait plus de 30 ans pour justifier les actes ignobles qui sont injustifiables, parce que le génocide est un crime odieux et personne ne devrait croire en quelqu'un qui a commis un génocide, parce que tout ce qu'il veut, c'est comme l'adage qui dit que le criminel revient toujours sur le lieu de son crime. Donc, quand vous avez été génocidaire une fois, vous voulez être génocidaire pour toujours. Et ce sont les actes, en fait, ce que nous vivons aujourd'hui, les discours de haine qui se propagent, les actes ignobles qui se font, les actes de cannibalisme que nous voyons au Congo, c'est juste le résultat d'un travail acharné que les génocidaires ont fait au Congo pendant les 30 années qu'ils se sont établis. Voilà, Maître Jean-Baptiste Gassominari qui dit que l'idéologie génocidaire propagée en République démocratique du Congo par les autorités congolaises, mais surtout par les forces génocidaires et FDLR. Et Tite, là-dessus, je voudrais vous demander, nous avons vu que ces discours de haine ne sont pas véhiculés seulement par les citoyens. Nous avons vu le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, oui, le général-major Sylvain Ekenge, oui, et à la télévision nationale, oui, qui s'en prend à la communauté congolaise, Tutsi. Aux femmes. Et aux femmes. Femmes Tutsi, spécifiquement. Oui, de façon spécifique. Mm-hmm. Et on voit qu'il y a eu très peu de réactions de la part de la communauté internationale. Mm-hmm. Et pourquoi cette idéologie génocidaire est véhiculée, propagée au vu de tout le monde et très peu de réactions? Pourquoi? La question, elle est double. On va la prendre par séquence. Le porte-parole de l'armée congolaise vient à la télévision d'État, oui, avec un texte qui est préparé. Il faisait lecture de son texte pour s'en prendre à la femme Tutsi. Il reprend un des commandements, des 10 commandements de Hutu. Il reprend ça in extenso. Ça n'est pas, il vient de l'expliquer, Maître Gassominari, le cas du général Ekenge n'est pas un cas isolé. Donc, il vient comme ça continuer à véhiculer le discours de haine parce que c'est la politique du gouvernement de se trouver un ennemi intérieur
qui a été bien identifié et ciblé, qui est le Tutsi congolais. Et on lui a affublé des qualificatifs. Infiltré, traître à la nation, et on lui colle la nationalité rwandaise. Oui. Hein? Parler Kinyarwanda veut dire être citoyen rwandais, ce qui est une aberration juridique. Mais là, ça c'est un des éléments. Le gouvernement congolais finance et alimente ce discours de haine. Je viens de parler de ce qu'on appelle les communicateurs du chef de l'État, Oui. qui sont chargés de cette diffusion et qui sont remerciés par le chef de l'État. Donc, voilà que, avant de s'en prendre à la communauté internationale, en interne, parce qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont réagi et qui ont dit que ça, c'était la ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Et qui expliquent qu'il y a des millions de Congolais qui sont d'abord Tutsis. Il y a beaucoup de Congolais issus des mariages mixtes, parce qu'on a beaucoup de tribus quand même dans ce pays, et que ça fait vraiment longtemps. Ça fait des décennies que cette population est ciblée, stigmatisée et persécutée. Et donc, face à ce tollé, le gouvernement n'a pas rétropédalé comme on aurait pu s'attendre, a pris une petite mesure administrative, la suspension du général Ekenge et du journaliste qui conduisait l'émission. Mais ce n'est pas la première fois qu'on voit ça. On a vu et entendu à la même télévision un journaliste du nom d'Abdallah Yves qui appelait à massacrer les familles des hauts responsables de l'AFC M23 et qui donnait des adresses d'où se trouverait la famille de Corneille Nangaa, la famille du général Makenga et la famille de Bertrand Bisimwa. Ce sont les trois dirigeants de l'AFC. On se souvient qu'on a vu des images des jeunes membres de ce qu'on appelle Force du Progrès. C'est la milice de l'UDPS. L'UDPS est au pouvoir aujourd'hui. Circuler dans les rues de Kinshasa avec des machettes à la recherche de Rwandais. Un communicateur au siège de l'UDPS avait lu des noms et des adresses des Tutsis congolais dans Kinshasa. Ça rappelle quand même qu'à la RTLM, on citait des noms et on donnait les adresses et on encourageait les Interahamwe à aller massacrer ces individus parce que Tutsis. Donc regardez un peu le parallélisme entre les deux. Suspendre général Ekenge par mesure administrative, ça n'est pas une responsabilité personnelle. La suspension, ce n'est pas qu'il est arrivé en retard au bureau. Ce n'est pas qu'il a traîné à ne pas faire un rapport de mission. Ce n'est pas qu'il a insulté quelqu'un dans le couloir de l'état-major et que ça choque le chef d'état-major qui le suspend pour qu'il réfléchisse un tout petit peu. Donc d'après vous, il faudrait beaucoup plus. Oui, je finis là. Le discours de haine qui cible une communauté, la communauté Tutsi, fait l'objet de la jurisprudence du TPIR. Il y a eu un procès groupé, ce qu'on appelle le procès des médias de la haine. Le discours de haine a fait l'objet d'une condamnation au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Le général Ekenge rentre dans cette dynamique-là. Et donc, ça n'est pas une mesure administrative à laquelle on aurait pu s'attendre. Il y a une circonstance aggravante pour le cas du général Ekenge, qui a été porte-parole des opérations Kimia-Kwetu, Amani, Sukola, à l'est de la République démocratique du Congo. Il est très instruit, le général. Ça veut dire qu'il a pris connaissance de la sociologie de l'est du Congo. Ça veut dire qu'il a pris connaissance des causes profondes, des crises récurrentes à l'est du Congo.
Ça veut dire qu'il s'est imprégné de cette persécution des Tutsis congolais. Et le voir comme ça à la télévision nationale, document à l'appui. Le document, ça montre que c'était un acte prémédité. Ce n'était pas par mégarde. Non. Il a fait ça n'est pas un dérapage de langage. Ça n'est pas une improvisation. Oui. Le document est préparé. Ça veut dire qu'on peut comprendre que ça a été fait en équipe et qu'on a choisi les mots. Parce qu'il le lisait à la télévision nationale. Et donc, nous sommes dans cette continuation du discours de haine institutionnalisé. On ne peut plus passer à côté. Nous sommes dans une réprobation parce que quand même, il nous a été dit plus jamais ça. Et il y a une timidité, c'est vrai, vous le dites, au niveau de cette fameuse communauté internationale. Oui, donc on assiste à une passivité. Oui, il n'y a que, et ça, il faut lui donner crédit, le ministre belge des Affaires étrangères, M. Prévost, qui a dit ouvertement que ça, c'était inacceptable. Au moins, lui, il l'a dit. Aux Nations Unies, pas de réaction. Nous avons la MONUSCO qui vient d'être renouvelée. Et tous les grands donneurs de leçons, non. Il y a combien d'organisations de défense des droits de l'homme? Non. La femme Tutsi est attaquée dans son intimité et dans ses sentiments. Elle n'a plus le droit d'aimer ou d'être aimée par un autre Congolais. Oui. C'est quand même... Nous sommes dans les 10 commandements du Hutu. Est-ce que vous savez que dans les témoignages qu'on avait recueillis avec le repenti du génocide contre les Tutsis au Rwanda, que les 10 commandements des Hutus étaient enseignés à l'école supérieure militaire et qu'il était strictement interdit, officiellement, à un militaire rwandais de l'époque, ça veut dire Hutu de son État, d'épouser une Rwandaise. Le général Ekenge reprend ça textuellement à la télévision nationale. Voilà. Et là, justement, Tite, on voit que ça rappelle la phase d'avant le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, dans les années 1993, les appels au massacre des Tutsis. Est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'il y ait une reproduction du génocide comme celui perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994, parce que cette phase de 1993 n'est pas très différente de ces discours auxquels nous assistons aujourd'hui. Ah non, il n'y a pas lieu de craindre quoi que ce soit. Nous sommes en plein dedans, comme dirait quelqu'un. Le discours de haine est diffusé par les officiels. Les Ouazalendo, les FDLR, les FARDC sont encouragés à tuer le Tutsi. Nous avons vu des images de Nouro, qui est un village symbolique, en train de dire Tunalunguza Manyumba Yabale Tutsi. Nous avons brûlé les maisons des Tutsis. Nous avons. C'est quand même grave. Et là, il ne faut pas passer à côté. C'est peut-être l'effet des réseaux sociaux. À l'est de la République démocratique du Congo, avec ce discours ambiant, soutenu par le gouvernement, on ne le dira jamais assez, comprend des Tutsis congolais, militaires comme civils, qu'on les brûle, on fait du cannibalisme, et qu'on mange leur chair en train de filmer et diffuser ces images. Nous sommes en plein génocide. Il y a un collectif des avocats, conduit par Maître Mengue, qui est inscrit au barreau de Bruxelles. Où vous avez Maître Nezi et Maître Gamakolo, à qui il faut rendre hommage, qui est très courageux, qui ont suffisamment documenté l'épuration ethnique chez les Hema, l'épuration ethnique des Tutsis congolais. Nous ne sommes pas dans la crainte de dire, attention, il y a des éléments qui nous font craindre que... Non, on est passé à l'acte, à l'est de la République démocratique du Congo.
Et justement, je le dis parce que la phase d'avant le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, ici en 1994, Oui. a été caractérisée par cette passivité justement de la communauté internationale. Et on voit la même communauté internationale qui ne réagit pas. Oui. Est-ce que finalement, ce never again, ce plus jamais ça qui a été prononcé depuis la Deuxième Guerre mondiale, ne va pas continuer toujours à rester lettre morte? Je prends juste un exemple. Parce qu'on n'apprend pas beaucoup de l'histoire, on ne retient pas les enseignements de l'histoire. Oui. Médecins sans frontières, dans les camps de Mugunga et de Kibumba, qui assistaient à la réorganisation des INERAM et des ex-FAR, qui venaient attaquer au Rwanda. Hein? Vous vous souvenez des enfants de Nyange à Kibouye, et du massacre des agents de la brasserie à Gisenyi à l'époque, et de beaucoup d'incursions, avaient demandé, d'ailleurs c'était un collectif d'ONG, avait demandé aux Nations Unies de brouiller les ondes de la RTLM qu'on avait réimplantées à Mugunga. Les Nations Unies ont dit non. Hein? Vous suivez? Médecins sans frontières a fermé ses programmes à Kibumba et Mugunga en disant nous ne pouvons pas alimenter les génocidaires parce qu'on a refusé de séparer les militaires des civils. Médecins sans frontières est en train de faire la même chose à l'est du Congo. En voyant ce que font les FARDC, les Wazalendo et les FDLR avec une passivité de style complicité de la MONUSCO, dire nous ne pouvons plus rester ici. À Walikale, ils ont fermé l'hôpital, dans le Ngweshe, ils ont fermé, et je crois que dans la plaine de la Rusizi aussi. Que dit le gouvernement? Pas un mot. Que nous disent les défenseurs des droits humains? Pas un mot. On est en train de massacrer, et à grande échelle, les Tutsis congolais, et on ne voit pas d'indignation de cette fameuse communauté internationale qui vient de renouveler pour la MONUSCO. La MONUSCO est là depuis quand même 25 ans. Est-ce que la MONUSCO a déjà arrêté un FDLR? Non, elle a plutôt apporté assistance au FDLR. Est-ce que la MONUSCO a condamné le discours alimenté par le gouvernement? Non, pas du tout. Est-ce que la MONUSCO a protégé les civils congolais? Non. Voilà dans quelle situation nous nous sommes. Et peut-être, pour finir, ce qui dérange beaucoup cette fameuse communauté internationale, oui, c'est que les zones libérées par l'AFC M23 sont presque les seules aujourd'hui en République démocratique du Congo où la population jouit de la paix et de la sécurité. Et donc, ils sont très mal à l'aise quand ils savent ce qui s'est passé dans le Rutshuru, Masisi. Je viens de parler du village de Touro, mais je peux parler de Kichanga, je peux parler de Kilolirwe, de Ngungu, de Lumbishi. Que ces zones soient aujourd'hui sous contrôle de l'AFC M23 et que la population vive dans la quiétude et commence à aller s'occuper des champs de commerce et quoi. Les prix ont baissé au marché de Virunga à Goma. Parce que maintenant, on a des pommes de terre, on a des haricots, on a des produits vivriers qui arrivent sur... Oui. Et ça, je pense que ça ne va pas être facile, même si on parle du retrait, d'Ouvira et quoi, de faire reculer l'AFC M23 qui bénéficie aujourd'hui de la légitimité vis-à-vis de la population. Est-ce qu'avec cette situation dont tu nous parles, ces discours-là dont on entendait parler ces derniers temps de corridors humanitaires, de l'aide humanitaire qui doit être acheminée dans ces régions, est-ce que de tels discours sont encore d'actualité? Écoutez, ils peuvent toujours parler de... Moi, je vais régulièrement à Goma.
Je vais jusqu'à Minova, donc je rencontre des gens que je connais. Beaucoup de ceux qu'on appelait à l'époque les déplacés. Hein? Le camp de Mubambiro, il n'y a plus personne. Le camp de Mugunga qui était à ciel ouvert, il n'y a plus personne. Vous arrivez, vous voyez quelques déchets de shitting. Du côté de Chacha, quand vous passez Kiroche, il y avait des déplacés. Tous ces gens sont rentrés dans leur foyer. Ils sont chez eux. Ils sont chez eux. À Rutshuru, vous ne trouvez plus des camps de déplacés. Du côté de Kibumba, il y en avait. Kanyarushiche, il y en avait. Ces camps n'existent plus. La question devra être repensée. Toute l'aide humanitaire qu'on doit acheminer à l'est du Congo. L'AFC M23 doit, parce que maintenant, ils assurent la sécurité des populations, ils ne vont pas refuser qu'on vienne en aide à cette population. De un, cette aide devra être canalisée par le travail préparé par l'AFC M23. Cette aide devra participer, pas style sérum, distribuer des sacs de haricots, de riz, quelques couvertures, non. Participer au développement de cette population que vous avez abandonnée pendant 30 ans. Donc, oui, à l'aide humanitaire, mais ne demandez pas un couloir, il n'y en a pas. Il demande l'utilisation de l'aéroport de Goma, c'est ça? Oui. Le coordonnateur Nanga l'a dit ouvertement. Vous voulez utiliser l'aéroport? Nous sommes les premiers bénéficiaires de l'ouverture de l'aéroport. Parce que les avions vont arriver avec l'aide ou avec les passagers. Parce que nous avons des personnes à Goma qui vont travailler à l'aéroport. Ça nous fait de la main-d'œuvre, ça nous fait des familles qui vont en bénéficier. Mais, s'il vous plaît, techniquement, il faut déminer l'aéroport et il faut remettre en état de marche la tour de contrôle. Donc voilà, cette aide humanitaire décidée à Paris à l'initiative du président Macron devra suivre ce canal-là. Et pour terminer, Tite, à la lumière de ce que nous avons vécu en 2025 et à la lumière aussi de ce que nous vivons aujourd'hui, nous venons de parler de ces discours de haine qui sont propagés en République démocratique du Congo par des officiels et qu'il n'y a pas de réaction de la part de la communauté internationale, il n'y a pas de réaction de la part des autorités congolaises. Est-ce qu'avec tout ça, on peut être optimiste et que finalement, cette année 2026 peut aider la région à mieux respirer la paix? En tout cas, au moins 2025 a propulsé l'AFC M23 sur la scène internationale qui est devenu un interlocuteur et pas des petits brigands, une petite milice de rien du tout. On voit bien que les revendications sont légitimes. On voit bien que le gouvernement congolais esquive la discussion sur les causes profondes. L'AFC M23 est devenu un acteur politique et diplomatique avec lequel il faut compter. Deuxième enseignement qu'on peut prendre pour le projeter sur cette nouvelle année, c'est de dire on ne va plus dicter depuis une capitale étrangère des recettes qu'on peut appliquer à l'est de la République démocratique du Congo. On voit quand même une supériorité militaire de l'AFC M23. Le rapport de force ne va pas changer. On voit bien que, on vient d'apprendre que le président Tshisekedi se retirait des discussions de Doha. C'est lié à ce qu'on a dit, le malaise qu'il a à ne pas respecter ses engagements. C'est officiel? Eh bien, il l'a dit. Et c'est le chef de l'État, il est la personne fondée et autorisée à engager l'État et le gouvernement. 2026 va quand même constater, qu'on le veuille ou non, la mauvaise foi caractérisée du président et de son gouvernement. Quant au discours de haine
tant qu'il n'y aura pas une action vigoureuse pour traduire ce qui diffuse le discours devant les instances judiciaires compétentes, je crains que ça ne puisse continuer. Militairement, il ne peut plus faire de campagne militaire parce qu'il n'en a plus les moyens, ni militaires, ni logistiques. Il n'a plus l'alliance qui est devenue caduque avec le Burundi. Il a fait des démarches qui ont échoué auprès du Tchad. Il a fait la demande au président angolais, qu'il a plutôt encouragé à aller vers le dialogue et à continuer ce qui s'est fait à Doha. Il va pouvoir soit se mettre du côté de la raison, soit continuer le déni et en tirer les conséquences. Et voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Merci en tout cas à Tite Gatabazi Rutikanga. Vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique, vous suivez de très près la politique de la sous-région. Ouais. Merci de nous avoir éclairés sur ce sujet. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, chers fidèles de l'émission Majuscule Propos. Espérons que cette année 2026 va aider la sous-région, va permettre à la sous-région de respirer la paix, parce que c'est ce que veut la population, c'est ce que souhaite la population de la sous-région pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se développer. Surtout que du côté du Rwanda, le président de la République l'a répété dans ses vœux de 2026 que le Rwanda est prêt à jouer son rôle, à assumer ses responsabilités comme il a toujours fait, mais que la paix et la sécurité du Rwanda n'est pas négociable. Et espérons que les dirigeants de la sous-région vont aussi revenir à la raison et privilégier la paix au lieu de la guerre, comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Jean Damascène Manishimwe, je vous remercie et surtout mes vœux pour cette année 2026 qui en est toujours à ses débuts. La télévision rwandaise reste à votre compagnie.